Salut, salut, c'est l'Inquisiteur et là récemment on a eu des petites infos sur les Space Wolf, donc des jolies figurines là que je vais essayer de vous remettre là comme ça et m'a donné envie je l'ai depuis un moment et je l'avais jamais regardé, le codex Space Wolf, non pas de la V10 mais de la V2, donc la première version en français. Donc c'est le codex Space Wolf de l'époque, tout d'origine, préconseillé 130 francs. Ce qui fait, je sais pas, genre 15 € peut-être dans ce genre-là. Couverture souple à l'époque. Et du coup, je dis autant vous le montrer ensemble. Ça veut rien dire ma phrase. Autant qu'on le regarde ensemble plutôt. Donc il y aura deux vidéos. Une vidéo découverte, là ce qu'on fait maintenant. Et je ferai une autre vidéo où là plutôt, je vais vous mettre le lore de la V2. Tout simplement pour voir d'où on part. Vous verrez, il y a pas mal de choses qui manquent un peu de précision parce que c'était pas encore défini à l'époque. Par exemple, truc tout bête, le codex Astarte, à l'époque, c'est pas Gilliman qui l'avait écrit. On ne sait pas qui l'avait écrit, juste que ça existe. En tout cas, dans ce codex-là, c'est pas mentionné, etc., etc. Bon, allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Alors, je vais pas l'ouvrir trop, parce que je veux pas casser. Vous avez vu, c'est que collé, hein. Donc, je vais pas casser la reliure. Mais on va regarder ça quand même. Là, on voit des jolis petits tyrannides de l'époque. Donc, oui, ils ressemblent pas du tout à ce qu'on connaît maintenant. À part les Genestealers encore. Là, on voit Ragnar. Oui, il est blond. Parce qu'en fait, crinière noire, ça vient du loup. La peau de loup qu'il a sur les épaules. Loup qui l'a tué. Donc, une armée de Space Wolf de l'époque. D'ailleurs, on voit... Chez Zelda, ils n'ont pas beaucoup changé au final, à part à ceux qui sont sortis récemment, mais c'est un peu toujours la même tronche. Donc, le codex Space Wolf. Donc, faut resituer que c'était à l'époque, donc ça, c'est fait par Marc Gibbon. J'aime beaucoup ça. Tous ces genres de dessins, ça a vraiment marqué comment dire, mon côté artistique, ce que j'aime en fait. Donc là, un petit peu de lore que je vous lirai dans l'autre vidéo. Là, on regarde surtout pour les illustrations. Donc ça parle de Fenrir, des Space Wolf qui sont un peu différents, etc. Donc oui, pour resituer, à l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet. C'était les balbutiements d'Internet. Et on va voir que ça va jouer sur la création de ce codex. Donc ça, c'est le croc. Je vais vous montrer un peu une page. Donc la forteresse des Space Wolf, comment c'était imaginé à l'époque. Donc plutôt comme une sorte de château. Un peu baroque. On voit qu'on... 40 000, c'est beaucoup plus... à l'époque, c'était donc la V2, alors que Warhammer Battle devait déjà être à sa V4. Donc on voit qu'il y a encore vraiment une très grande importance de tout ce qui est fantasy. Donc les grandes compagnies, comment c'est divisé, avec... Donc on dit bien que la 13e étant perdue, la compagnie Wulfen, c'est pour ça qu'il n'y a plus de Seigneur Loup. Et donc tous les Seigneurs Loups de l'époque. Les emblèmes Space Wolf. Leur signification. C'est vraiment cool, genre de petits trucs, vraiment pour pouvoir s'y mettre et tout. Les jeunes loups. Donc là, les jeunes loups, en fait, ils sont... là, ils parlent qu'on est avec des scouts. Et que les jeunes loups, en fait, ce sont les scouts, ceux qui doivent encore faire leurs preuves. Alors qu'en V3, je crois qu'en fait, c'était des anciens. C'est vrai que les figurines de Scout Space Wolf, c'était des figurines de personnes âgées. Et justement, ensuite, c'est revenu des jeunes. Donc les Dreadnoughts, avec le connu Bjorn, bien entendu. Un Bjorn, donc il est vieux comme Dreadnought. D'ailleurs, il date de l'époque de Leman Russ. Mais voilà, même dans la création du jeu, il est quand même très vieux comme Logan, Ragnar, Njal, qui existait déjà. Donc là, c'est ça qui est rigolo, qu'on n'a plus maintenant. Mais vu qu'il n'y avait pas Internet, et là, on a un rapport de bataille dans le codex. Ouais, c'était pour montrer aux gens, voilà à quoi ça va ressembler vos parties, etc. Et c'est rigolo parce que ils disent, donc on a pris beaucoup de temps, on a pris des polaroïdes. Polaroïdes, on s'en sert plus pour pouvoir faire des belles photos, etc., etc. C'est assez sympa. Donc c'était Andy Chambers contre Jarvis Johnson.
Donc pour ceux comme moi qui disaient les Waldorf de l'époque et compagnie, bon, bah, ça parle. Et on va avoir des photos d'eux qui datent de l'époque, c'est marrant. Donc une armée d'orques, je vais peut-être vous la rapprocher de l'époque. Le petit bonhomme là, c'est Khazgul. Donc Khazgul Traka. La création de liste est assez rigolote aussi. Il y a vraiment un côté encore un peu RPG. C'est marrant. Donc les Space Wolf d'Andy Chambers. Avec ses couleurs, moi j'adore, honnêtement. C'est Kitsune, bah là on a Niall à gauche. Ragnar au centre. Et on doit avoir Ulrich quelque part. Voilà, Ulrich qui est là. Donc un petit rapport de bataille. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont dit aussi qu'ils l'ont créé avant que tous les collègues soient sortis, que depuis les règles ont changé, par exemple pour les orques. Et ils disent qu'en fait tout ça, ça a été créé pendant que le bouquin de règles était en création. C'est une partie de test en fait. En effet, là on a des codex, mais en réalité, ce qu'ils avaient fait, on l'a pas, il y avait 3 dans la fin du livre de règles. Ils avaient sorti Warhammer 40 000 et des index comme un néant V10. C'est-à-dire que toutes les armes au début avaient été réactualisées et après on sorti des codex. Donc là, par exemple, les règles des orques ne sont plus bonnes, mais bon, c'est pas très grave. C'est un peu romancé, justement, pour qu'on suive plutôt une histoire, plus que des jets de dés. Ouais, j'ai fait un triple 6 où j'ai raté tous mes jets de dés. Non, on peut se dire, ah, les missiles, les tirs ont tous ricoché, nanana, grâce à ses réflexes, etc., etc., etc. Ce qui est assez sympa à lire. Donc, ouais, Andy Chambers, hein, je pense qu'il a déjà une Space Wolf. Et Jarvis. Puis Jarvis Johnson. Voilà. Donc Bjorn, qui était un Dreadnought tout en métal à l'époque. Donc on nous parle un peu de lui, c'est plutôt sympa. C'est vraiment Kitsune, des armes en rouge, comme les lance-flammes. Là, je sais pas si on voit son lance-flamme. Si, avec le truc jaune. ça me fait toujours triper. Et là, j'aime bien, il nous explique comment on fait, comment les symboles de meute existent. Qu'en fait, voilà, quand ils sont griffes sanglantes, ils ont un symbole de meute, qui est du coup jaune et rouge. Quand ils viennent chasseurs gris, ils gardent le même symbole. En fait, c'est un symbole qu'ils vont garder jusqu'à la fin de leur vie. Sauf s'ils passent garde-loup, je crois. Qui va devenir du coup rouge et noir. Et quand ils deviennent long croc, blanc et noir. Leur croc s'allonge. Et ils disent bien qu'aussi c'est dû au Canis Helix, donc le premier implant, donc, qui est spécifique au Space Wolf, qui donne aussi le côté Vulfen. Que aussi les crocs s'allongent. C'est ça, le long croc, c'est quand les crocs ne terminent jamais de pousser en fait. Et que les cheveux blanchissent. C'est dû justement à ça aussi. Un truc rigolo, ils sont tellement pas, je dis beaucoup rigolo aujourd'hui, ils sont tellement peu protocolaires que même les symboles qu'ils ont peuvent être stylisés, si c'est pas comme dire, gravé dans la roche. Tant que ça ressemble, c'est bon. Donc Ragnar, hein, on voit bien, crinière noire, hein, qui l'a pas, qui y est pas, que c'est plutôt son loup, hein, comme on disait tout à l'heure, qui est là. Je ne vais pas trop abîmer. Les Space Wolves sont mes Space Marines préférés. Alors honnêtement, il n'y a aucune armée que je déteste. Même chez Space Marine, j'aime bien les Ultramarines, etc. Je vais peut-être me faire maudire pour ça. Mais moi, je les aime tous. Mais les Space Wolves, voilà, pour moi, c'est un truc en plus. Pour vous dire, au collège Œil de la Terreur en V3, je jouais une armée de Vulfen, où il n'y a que des Vulfen dedans. D'ailleurs, c'est un peu mon souhait pour la V10. J'espère qu'il y aura un détachement Vulfen, mais je crois pas du tout. On pourrait mettre la marque du Vulfen, par exemple, sur les personnages, etc. Mais j'y crois pas. Mais je kifferais. Lui, là, je l'adore. Donc, long croc, griffe sanglante. Donc, Niall. Les gardes-loups. Garde des loups. Les gardes-loups, mais à l'époque, ils disaient garde des loups. Ouais, parce que c'était la garde des loups. Donc, un garde des loups. Et eux, leur syndrome de meute, normalement, quand c'est possible, ils la mettent sur... un peu, vous voyez, comme là. Leur symbole est un peu différent. Là, ils prennent un autre symbole. Quand ils sont élevés au grade de garde de loup, les Space Wolves doivent ignorer toutes les prérogatives de leur meute précédente pour se consacrer au service exclusif du Seigneur Loup. Symbole de cette appartenance, le blason de la nouvelle meute est gravé sur l'épaulette droite de son armure. Bien que propres à chaque compagnie, ces armoiries sont toujours noires et jaunes, couleur de la noblesse fenricienne. J'adore cette bannière.
Donc voilà, je dois dire c'est ici, ou alors, vous voyez, sur le gantelet. Donc là, ils ont une nouvelle meute d'émeute parce qu'en fait, la garde des loups, c'est une meute à part entière. Prêt de défaire avec leurs serviteurs. Les cartes d'équipement spéciales Space Wolf, en sachant qu'il y en avait dans le livre de base et aussi dans le supplément Dark Millennium, un supplément qu'il faudrait que je me procure en français. Et ça, j'aime bien. Voilà, c'était des trucs qu'on pouvait photocopier, autoriser pour des strictement personnels, etc. C'était les bannières qu'on pouvait du coup s'imprimer et peindre nous-mêmes pour mettre sur nos personnages. Parce que par exemple, un sergent devait avoir une bannière dorsale, c'était obligatoire. Obligatoire. C'est comme ça qu'on le reconnaissait. Voilà, donc les règles spéciales des Space Wolf. Donc ça, c'est... Ah oui, c'est très très... J'avais complètement zappé ça, parce que moi j'ai commencé à jouer à la V3, même si j'avais connu un peu de V2. Vous voyez là? C'est en centimètres. Ils avaient vu que c'est la première version française, ils avaient tout traduit en centimètres. Donc par exemple, perception incluse, c'est pour les unités camouflées. On prenait l'initiative, donc l'initiative, qui permettait de savoir qui va taper en premier. On prenait l'initiative et qu'on multiplie par 2 parce qu'il détecte les camouflés 2 fois plus loin. Donc 20 cm, donc fois 2,5. Ça, c'est donc 1 pouce de ennemi. Donc initiative fois 2 fois 2,5 égale 20 cm, parce qu'avant, on faisait initiative fois 2,5. Dans la haine des Southampton, le tir rapide, les tests de morale. Et c'est ça aussi qui est un peu fun. Test de morale, on parle que les Space Marines ne font pas de test de morale, mais qu'à la place, ils ont le statut d'ébranlé s'ils ratent un test de commandement. Chose qu'on utilise maintenant en V10, le statut d'ébranlé. Donc en fait, le terme vient de là. C'était du coup date de la V2, tout simplement. C'est pas quelque chose de nouveau en fait. Les griffes sanglantes, vous voyez, mouvement de 10. CC 5, CT3, force 4, point de vie 1, initiative 4, attaque 1, commandement 7. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'attaques. Et en fait, à chaque fois qu'il monte, on voit un truc, voilà. Là, la CT3 passe CT4. Tout reste pareil, sauf qu'ils ont un point de commandement en plus. Commandement 8. Et quand ils passent long croc, bah, ils passent CC5, CT5, vu qu'ils sont spécialisés dans les armes lourdes. Tout pareil, sauf qu'ils ont initiative 5 au lieu de 4, commandement 9. Un garde-loup, ben, la CC6, initiative 5, commandement 9. Et les jeunes loups, qui sont en fait pas encore des Space Marines, donc une partie des implants, vous voyez, ils ont la force de 4, mais l'endurance de 3. Contrairement aux sergents, ils commandent que de 7. Et ils sont plus proches d'un... Ça va, c'est un garde impérial boosté. Ils sont infiltrateurs, bien sûr. Et formation dispersée, c'est tirailleurs, en gros. Ils sont pas obligés d'être en... Ils peuvent être les uns des autres de jusqu'à 10 cm. Donc le seigneur loup, bim, on voit le truc. Et lui, il commence à avoir des attaques en plus. Voilà. Dans son profil de base. Là, on nous explique les prêtres loups, prêtres des runes, serviteurs. En fait, on parle du système de croyances, en fait, et les prêtres de fer. C'est important, si vous voulez avoir des véhicules dans votre armée, vous devez avoir un prêtre de fer sur la table. Pas de prédateur, par exemple, si vous n'avez pas de prêtre de fer. La liste d'armée, comment ça fonctionne? Alors, c'est l'époque, c'était divisé en 3 catégories. On avait les personnages, les troupes et les armes d'appui. Les armes d'appui, en fait, c'est ce que après en V3 est devenu élite et soutien. C'est-à-dire tout ce qui est dreadnought, armes lourdes, tout ça, un nombre de véhicules plutôt, ça passait dans les armes d'appui. Il y avait un nombre de points qu'on avait le droit d'avoir dans chacune pour essayer d'équilibrer, pour éviter que des soient trop du gros bill. Donc voilà, là, on voit les profils des personnages. On voit aussi, donc on le sauvegarde. Et s'ils ont le droit, par exemple, on va stratégique, ça c'est pour autre chose. Je crois que c'est là qu'il marque, oui. On peut avoir jusqu'à 3 cartes d'équipement, par exemple. C'est assez étrange de voir tous ces trucs-là. Je me dis qu'à la fois, le jeu a beaucoup changé et pas changé vraiment. Il y a quand même une ADN qui reste. Tiens, un peu. Voilà, Land Rider. Nanana. Si votre force contient au moins un prêtre de fer, elle peut inclure des Land Riders. Pareil pour tous les véhicules, sauf les Renault, je crois. Hein. Ouais. Il y avait une notion d'équipage aussi. Par exemple, pour tirer avec des armes, il fallait avoir un équipage, etc. Et il y avait aussi des destructeurs laser rapières et tarentules, donc des armes fixes. Et pour ça, pareillement, il faut avoir un prêtre de fer pour s'en servir. Ah,
alliés. Ça, c'est important. Régulièrement, on pouvait puiser du coup dans les autres codex. Donc là, par exemple, Space Marine, Garde Impériale, Agents Impériaux, Squat et Eldar. Hein, les squats. Et Eldar, sauf s'il y a un avatar. On pouvait s'allier. Il peut même utiliser, par exemple, là, quand on parlait du rapport de bataille, il parle qu'il a décidé de... Ah, il a hésité à prendre une unité Blue Angel, etc. Puis il a décidé de faire que Space Wolf. Mais ouais, il aurait pu prendre des unités d'autres codex en plus dans son armée. Ulrich. Il a les règles de base des prêtres loups. Hein. Alors Ragnar, vu qu'il y a des petites règles en plus. Sur l'esquive. Il a un sauvegarde non modifié de 4+, c'est un sauvegarde invulnérable. Donc si esquive un tir sur un gabarit d'air d'effet, place alors sa figurine au bord de ce dernier. Donc en fait, il pouvait esquiver les shoots. Donc, ce qui fait qu'avant, il y avait des gabarits comme dans Russe Hérésie, hein, qui pompaient sur ce système-là. Et en fait, il avait une sauvegarde invulnérable en fait, de 4+. Et puis si c'était un tir avec un gabarit, et bah, carrément on le mettait au bord du gabarit, il évitait en fait tout le truc, ça le faisait bouger en fait. Chose qui a disparu de la V3. Donc Nial. Voilà. Ah oui, ils ont des niveaux, les seigneurs des runes ont un niveau de maîtrise par rapport au nombre de sorts qu'ils ont. Ça c'est tiré complètement de battle, sorcier niveau 1, niveau 2, etc. Et là la même chose, il y a des niveaux pour avoir le nombre de sorts qu'on peut utiliser. Logan Grimnar. Ah, sache que Logan, il a 3+, avec 2d6. Alors, je connais pas. S'il y a des gens qui connaissent tout ce système, n'hésitez pas à le dire en commentaire comment ça existe, que moi, que j'ai pas joué à la V2. Donc, il a un Terminator 3+, avec 2d6. Donc, on lançait 2d, si on avait un 3 sur un des dés, c'était bon, je pense. Mais ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire. Donc, les gardes-loups, Durfas et Mordrak. Garde-loup Ranulf. On va dire Ranulf. Et Bjorn. Qui est vraiment terrible. Alors, Bjorn, vous allez voir, c'est rigolo. Il a... lui, voilà, il a pas un profil normal. Il a une carte... Voilà, de véhicule. On voit le blindage, les jambes, bras gauche, bras droit, corps. Le blindage n'est pas le même avant, latéral et arrière. On voit que les véhicules ne sont pas du tout faits pareil. Si on a des dégâts, donc si on passe le blindage, on lance un dé pour voir. Alors ça, c'était reste pareil en V3. Pour voir les dégâts que ça fait, tout simplement. Ça peut faire des trucs plus ou moins graves, parfois presque insignifiants. Hop. Là, le seigneur loup qui a l'inflexible, donc un des seigneurs loups. Et là, c'est la petite nouvelle de fin de codex qui sera suivie, bah, comme à l'époque, voilà, du catalogue. Donc voilà, Ragnar. Ils ont tous, vous voyez, ça c'était pour mettre la bannière. Les chasseurs gris, donc figure en métal, hein, bien sûr. Là, il devait avoir les bras. Les bras étaient déjà en plastique? Ah, c'est bien possible. Donc, Bjorn. C'était important ce genre de truc, parce que vu qu'on n'avait pas accès à Internet encore, ou pas beaucoup, c'était important. Donc les serviteurs, etc., les gardes-loups. L'oncro. Ils sont vraiment trop stylés. Voilà, grappe plastique, tente de corps à corps. Voilà. Donc les bras étaient bien légers en plastique en la V2. Lui, je l'aime trop. Faudra que je le trouve un jour. Je l'ai pas. Faudra que je le trouve. Non, j'ai là-dedans, je crois. C'est le capitaine Space Wolf. Voilà. Lui, je l'ai, sauf que j'ai pas sa cape. Je crois que j'ai un réacteur dorsal standard. Faudrait que je trouve avec sa cape, parce que bon, c'est la figurine de base. Mais lui, je l'ai, tête de loup, il est vraiment stylé. Capitaine Space Wolf. Les troupes d'assaut. C'est vachement plus dynamique maintenant, quand même. Hein. Ah, il y avait le nom des sculpteurs. Jess Goodwin et Norman Watts. Jess Goodwin, on le connaît bien. L'oncro. Et ça, c'est les Space Marines normaux. Tout ça, c'est des Space Marines, c'est des Dévastateurs, etc. Pour compléter, en fait, tout simplement, l'armée Space Wolf. Ah, il y avait aussi un truc rigolo dans les escouades. En fait, les escouades étaient forcément par 10 et on pouvait les diviser en 2. Et forcément, il y avait 15 sergents, en fait. Si vous avez mis un sergent, bah forcément, il n'a que dans l'une des deux.
Land Rider, il a bien changé. Il a changé en V3. Parce que c'est une ville. Moi, le Land Rider, je suis un grand fan du Land Rider. Mais voilà, il était assez rigolo avant. Et donc, du coup, voilà, on pouvait séparer les deux escouades en deux. Le sergent est dans une des escouades de 5. Et l'autre côté, il ne mettait pas un sergent, mais un vétéran. Il avait le même profil qu'un mec de base. Simplement, il fallait mettre un étendard sur son dos. Et les scouts, donc les jeunes loups, plus accompagnés, du coup, ça c'est pour faire les sergents, accompagnés des scouts, on va dire, spécialement normaux pour compléter. Donc du Space Wolf, Dark Angel, celui Dark Angel ou du Waskar, hein, je vois pas très bien. Celui de Dark Angel. Le Waskar, je pense même pas qu'il existait vraiment, qu'ils avaient des armées à l'époque. Ça, c'est que les armées, on va dire, les plus importantes. Pas les plus importantes de façon de parler. Hein. Donc Ultramarine, Blue Angel, Dark Angel, Space Wolf. Là, c'est Azrael en haut. Dante. C'est ça. C'est Marneus, là? Là, ça n'était pas comme ça, je crois. Puis là, on a Ragnar. Et voilà, j'espère que cette petite découverte vous a plu. Hein. C'est un mode rapido, juste pour voir un genre de codex qu'on ne voit pas forcément. Je vous ferai une petite vidéo avec que le lore. Où simplement je vais vous lire le lore, hein, pour que ça puisse être agréable. C'est un truc que je ne suis pas habitué, j'espère faire ça bien, je vais m'y entraîner. Et si vous en voulez d'autres, hein, genre de vidéos ainsi, j'ai pas beaucoup de codex hein, ou de tomes de bataille, donc c'est les premiers en français, c'est V2 pour 40 000 et V4 pour Battle. N'hésitez pas à me dire, j'en ai quelques-uns, donc je pourrais vous en faire des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ça en commentaire. Sur ce, je vous laisse passer une très bonne journée, je vous dis à bientôt et soyez purifiés. Ciao!